Le son des éclats de rire explosa dans le couloir. Daniel Harper se figea au milieu de l'escalier, la main serrant la rampe en acajou comme s'il allait tomber. Son cœur s'emballa. Ce son était impossible. Complètement impossible. Ses enfants ne riaient pas. Pas depuis 8 mois. Depuis le jour où Rachel avait fermé les yeux pour la dernière fois dans cette chambre d'hôpital, la maison s'était transformée en un mausolée silencieux. Les triplés de 6 ans avaient cessé de parler correctement, de jouer, d'être des enfants. Thérapeutes, psychologues pour enfants, spécialistes du deuil, personne n'avait réussi à ramener cette lumière dans leurs yeux. Et maintenant, quelqu'un faisait rire ses enfants. Là, dans le salon. Daniel laissa tomber le dossier sur la marche et suivit le son, chaque pas mesuré, presque effrayé que le bruit disparaisse comme un mirage. La réunion à Chicago avait été annulée. Il n'aurait pas dû être à la maison. Personne ne s'attendait à son retour. Quand il tourna dans le couloir et arriva à l'entrée du salon, ce qu'il vit le paralysa complètement. Une femme noire était à 4 pattes sur le tapis persan, hennissant comme un cheval. Ses enfants, Thomas, James et Oliver, étaient montés sur son dos, criant de joie, leurs visages rouges d'avoir tant ri. Thomas tenait un coussin comme s'il s'agissait d'une selle. James applaudissait. Oliver avait des larmes qui coulaient sur ses joues de bonheur. La femme galopait dans le salon, faisant des bruits ridicules, trébuchant volontairement et faisant semblant de faire tomber les enfants. Et ils adoraient chaque seconde. Daniel ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus respirer correctement. Cette scène était tout ce qu'il avait supplié à l'univers ces derniers mois. Voir ses enfants heureux à nouveau. Voir la vie dans ses yeux éteints. Entendre ces rires qu'il pensait ne jamais réentendre. Et une complète étrangère avait réussi cela en combien de temps? Minutes? Heures? La femme remarqua enfin sa présence. Elle leva les yeux et se figea, toujours à 4 pattes au sol, avec 3 enfants sur elle. Ses yeux s'écarquillèrent. Le sourire disparut instantanément. Les enfants suivirent son regard et le virent immobile à la porte. Le silence tomba comme un lourd rideau. Thomas descendit de son dos en premier, suivi de ses frères. Les 3 se mirent debout, recroquevillés, comme s'ils avaient été pris en train de faire quelque chose de mal. La joie s'évapora de leur visage aussi rapidement qu'elle était apparue. La femme se leva, lissant son uniforme simple, les mains tremblantes légèrement. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Peau foncée, cheveux bouclés attachés en chignon, grands yeux remplis de quelque chose que Daniel ne pouvait pas identifier. Peur? Honte? Culpabilité? Monsieur Harper, dit-elle, la voix basse mais ferme. Je ne savais pas que vous reviendriez aujourd'hui. Daniel ne pouvait toujours pas parler. Il était pris entre 2 émotions gigantesques qui s'entrechoquaient en lui, une gratitude absolue et une colère irrationnelle. Comment avait-elle fait? Comment une étrangère était-elle entrée dans la vie de ses enfants et avait accompli ce qu'il, leur père, ne parvenait pas à faire? Qui êtes-vous? Les mots sortirent plus rugueux qu'ils ne l'avaient prévu. Je suis Nathalie, monsieur. Nathalie Brox. Votre belle-mère m'a engagé hier. Elle a dit que vous voyagiez et que les enfants avaient besoin de quelqu'un pendant que l'autre nounou était en congé maladie. Grace. Sa belle-mère. Bien sûr. Elle faisait toujours ça. Prendre des décisions pour la maison, pour les petits-enfants, sans le consulter. Une partie de lui était irritée. Une autre partie était soulagée de ne pas avoir à gérer une chose de plus. « Papa, Nathalie est gentille », murmura Thomas, brisant le silence pesant. Sa voix était timide, hésitante, mais il y avait quelque chose. Une petite lueur. Elle joue avec nous. James et Oliver acquiescèrent en silence, collés l'un à l'autre. Daniel regarda les 3. Ces garçons. Ses copies miniatures. Cheveux châtains en bataille, yeux bleus comme ceux de Rachel. Il semblait effrayé maintenant, attendant qu'il explose, qu'il renvoie Nathalie, qu'il mette fin à ce rare moment de bonheur. Il ne pouvait pas leur faire ça. D'accord, dit Daniel, forçant sa voix à paraître plus douce. Vous pouvez continuer à jouer. Les yeux de Nathalie s'écarquillèrent de surprise. Les garçons se regardèrent, confus, comme s'ils ne croyaient pas ce qu'ils venaient d'entendre. Je dois passer quelques appels au bureau, continua Daniel, reculant d'un pas Nathalie, nous en parlerons plus tard. Il tourna le dos avant de pouvoir changer d'avis. Avant que l'émotion qui montait dans sa gorge n'explose en quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Dans le bureau, Daniel ferma la porte et s'y adossa, les mains tremblantes. Il regarda la photo encadrée sur le bureau. Rachel souriante, enceinte des triplés, la main sur son ventre énorme. Ce sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Cette femme qui avait été son ancre, son or, sa raison de vivre. Et maintenant, elle n'était plus là. Une étrangère était entrée dans leur maison et, en moins d'une journée,
avait accompli l'impossible. Elle avait rendu l'enfance à ses enfants. Elle avait apporté des rires à ses murs morts. Daniel ne savait pas s'il voulait remercier ou crier. Il prit le téléphone et composa le numéro de Grace. « Daniel, vous êtes déjà arrivé ?» La voix de sa belle-mère sonnait surprise. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous alliez engager quelqu'un de nouveau ?»« Parce que vous auriez dit non. » Grace n'hésita pas, vous auriez inventé 1000 excuses. Les garçons avaient besoin de quelqu'un, Daniel. Quelqu'un qui se soucie vraiment d'eux. Et comment savez-vous qu'elle se soucie d'eux? Vous la connaissez? Je l'ai interviewée personnellement. J'ai vérifié chaque référence. Elle est parfaite pour les enfants. Daniel respira profondément. Elle les a fait rire, Grace. Je viens de voir mes enfants rire pour la première fois depuis la mort de Rachel. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Quand Grace reprit la parole, sa voix était émue. Alors vous avez vu. Je savais qu'elle était spéciale. Au moment où j'ai parlé à Nathalie, je l'ai senti. Elle a quelque chose qui va au-delà des compétences. Elle comprend la douleur. Comment ça? Ce n'est pas à moi de le raconter. Mais faites-moi confiance, Daniel. Donnez-lui une chance. Pour les garçons. Il raccrocha et resta à regarder par la fenêtre. Dehors, le jardin était parfaitement entretenu, chaque fleur à sa place, chaque buisson taillé. Tout organisé. Tout contrôlé. Tout mort à l'intérieur, tout comme lui. Un cri de joie retentit à nouveau depuis le salon. Oliver, son fils le plus silencieux, celui qui avait été le plus traumatisé, riait aux éclats. Daniel s'assit sur la chaise et enfouit son visage dans ses mains. Depuis 8 mois, il avait tout essayé. Pédiatre, spécialiste du traumatisme infantile, même une retraite thérapeutique extrêmement chère au Colorado. Rien n'avait fonctionné. Les garçons restaient coincés dans cette bulle de silence, cette tristesse que aucune thérapie ne pouvait percer. Et maintenant, une femme qu'ils n'avaient jamais vue auparavant jouait simplement avec eux comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Comme si la douleur pouvait être guérie par la présence. Comme si l'amour pouvait être si simple. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez et de quelle ville ou quel pays vous regardez. Votre participation fait toute la différence. 3 heures plus tard, Daniel sortit enfin du bureau. Les appels professionnels n'étaient qu'un prétexte. Il devait digérer ce qu'il avait vu. Comprendre le chaos de sentiments qui se passait en lui. Arrivé dans la cuisine, il trouva Nathalie en train de préparer le dîner. Les garçons étaient assis à la table, dessinant. Chose qu'ils n'avaient pas faite depuis des mois. « Monsieur Harper, » dit Nathalie, s'essuyant les mains sur le tablier. « J'ai préparé des lasagnes. J'espère que ça ira. Vous pouvez m'appeler Daniel. » Elle sembla surprise, mais acquiesça. « Daniel. » Les garçons levèrent les yeux de leur dessin, observant l'interaction avec curiosité. « Je voulais m'excuser, » commença Daniel, choisissant soigneusement ses mots. « Pour tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à vous trouver comme ça et je... ai mal réagi. »« Vous n'avez pas mal réagi, » dit doucement Nathalie. « Vous étiez surpris. C'est différent. Même ainsi. » Il s'arrêta, cherchant les mots justes. « Merci. Pour ce que vous faites pour mes enfants. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais merci. » Nathalie sourit, mais il y avait quelque chose de triste dans ce sourire. Quelque chose de profond et ancien. Les enfants ont juste besoin de se sentir en sécurité pour redevenir des enfants. Parfois, on l'oublie. Daniel la regarda, essayant de déchiffrer cette tristesse dans ses yeux. Qu'avait dit Grace? Elle comprend la douleur. Qu'est-ce que cela signifiait? Mais avant qu'il ne puisse demander, Thomas tira sur sa manche. « Papa, regarde ce que j'ai dessiné. » Et pour la première fois en moi, Daniel ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Les semaines suivantes apportèrent une transformation que Daniel ne savait pas possible. La maison recommença à résonner de sons. Des pas courants dans les couloirs. Des voix demandant un dernier verre d'eau avant de dormir. Des querelles idiotes entre frères pour savoir qui s'assoirait sur le siège avant de la voiture imaginaire qu'ils construisaient avec des coussins. Nathalie arrivait toujours à 7 heures du matin et restait jusqu'à 7 heures du soir. 12 heures consacrées aux garçons. Elle préparait le petit déjeuner, les emmenait à l'école, allait les chercher, aidait aux devoirs, inventait des jeux, racontait des histoires. Et faisait tout avec une patience infinie qui impressionnait Daniel. Il commença à l'observer. Discrètement au début, puis avec plus d'attention. La façon dont elle se baissait pour se mettre à hauteur des yeux des enfants lorsqu'elle leur parlait. Comment elle n'élevait jamais la voix, même quand il testait les limites.
Comment elle transformait les moments ordinaires en aventures extraordinaires. Un jour, Daniel rentra plus tôt du bureau et trouva les quatre dans le jardin. Nathalie avait étendu des draps blancs sur les arbres, créant une sorte de forteresse. Les garçons étaient à l'intérieur, faisant semblant d'être des explorateurs en mission secrète. « Le dragon arrive !» cria Oliver, pointant vers le ciel. « Vite, il nous faut la potion magique. » James courut vers Nathalie, qui tenait une bouteille de jus de raisin. Thomas dessinait une carte sur le sol avec des craies colorées. Son fils aîné, toujours le plus sérieux, était complètement plongé dans le jeu. Daniel resta immobile devant la porte vitrée, se contentant d'observer. Rachel aurait adoré ça. Elle avait toujours été la créative, celle qui inventait des histoires folles et des jeux impossibles. Elle se serait entendue à merveille avec Nathalie. La pensée fit mal, mais pas de la façon étouffante d'avant. C'était une douleur plus douce, presque nostalgique. Monsieur Harper. Une voix rompit le moment. Daniel se retourna et vit Margaret, la gouvernante qui travaillait dans la maison depuis 15 ans, debout derrière lui avec une expression inquiète. « Margaret. Pouvons-nous parler un moment ?» Ils allèrent dans la cuisine. Margaret ferma la porte et croisa les bras, le visage tendu. « Je dois vous parler de la nouvelle nounou. »« Nathalie, qu'est-ce qu'elle a ?»« Les gens parlent, monsieur Harper. Les autres employés, les voisins, même les parents à l'école des enfants. » Daniel sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Il parle de quoi exactement ?»« Une jeune femme, célibataire, vivant pratiquement ici. Vous êtes un homme veuf, riche, seul. Les gens commencent à tirer des conclusions. »« Des conclusions ?» répéta Daniel, incrédule. « Margaret, c'est la nounou de mes enfants. Rien de plus. »« Je le sais. Et vous le savez. Mais le monde dehors ne fonctionne pas comme ça. » Margaret soupira, semblant réellement préoccupée. « Et il y a autre chose. Hier, quand je suis allé chercher les garçons à l'école, j'ai entendu 2 parents commenter. Ils ont dit qu'il n'était pas approprié qu'une nounou aussi jeune ait autant d'intimité avec les enfants. Et ils ont aussi mentionné sa couleur de peau. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'estomac de Daniel. Ils ont dit ça, ouvertement, pas avec ces mots exacts, mais l'intention était claire. Ils étaient préoccupés par une influence inappropriée. C'est un code, monsieur Harper. Vous savez comment sont ces gens. Daniel serra les poings. Il connaissait cet environnement. Ce cercle d'élite où l'apparence comptait plus que tout le reste. Où les préjugés se cachaient derrière des paroles polies et des sourires faux. Les garçons sont heureux pour la première fois depuis des mois, dit-il, la voix basse mais ferme. C'est tout ce qui compte. Je suis complètement d'accord. Mais vous devez être prêt à ce qui pourrait arriver. Ces gens sont cruels quand ils veulent l'être. Cette nuit-là, après le départ de Nathalie, Daniel resta éveillé dans le bureau, regardant les rapports financiers sans vraiment rien lire. La conversation avec Margaret avait planté une graine d'inquiétude qu'il ne pouvait ignorer. Il ne se souciait pas des commérages à son sujet. Il avait déjà affronté pire. Mais si cela commençait à affecter les garçons? Et si les autres enfants de l'école commençaient à les traiter différemment? Et si Nathalie devenait la cible de commentaires malveillants? Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. C'était Andrew, son associé à l'entreprise. « Daniel, nous devons parler de l'événement caritatif de vendredi. » « Quel événement ?»« Le dîner de gala de la Fondation hospitalière. Vous avez confirmé votre présence il y a 3 mois. Il est important d'y aller, surtout après le problème avec la fusion. Nous devons montrer que l'entreprise est stable. » Daniel avait complètement oublié. Un autre événement social plein de gens faux faisant du networking tout en feignant de se soucier de causes caritatives. « Je ne sais pas si je peux, Andrew. » « Vous devez y aller. Et vous devez emmener les garçons. Cela montrera que vous allez bien, que votre famille va bien. C'est une question d'image. Utilisez ces enfants comme pièce d'échec social. » L'idée révoltait Daniel, mais Andrew avait raison sur un point. L'apparence comptait dans le monde des affaires. Et il avait des investisseurs à rassurer, des partenaires à tranquilliser. « D'accord. J'irai. » Le lendemain, Daniel mentionna l'événement à Nathalie pendant qu'elle préparait le déjeuner des garçons. « C'est vendredi soir. Cela durera environ 3 heures. Pouvez-vous rester avec eux jusqu'à plus tard ? » « Bien sûr, » répondit Nathalie immédiatement. « Aucun problème. » « En fait, je pensais. » Daniel hésita. « Peut-être pourriez-vous venir avec nous. Les garçons se sentent plus à l'aise quand vous êtes là. » Nathalie arrêta de couper les légumes et le regarda, surprise. « Vous voulez que je vienne à l'événement ?
Comme nounou, comme partie de l'équipe qui s'occupe de mes enfants. Vous seriez là pour aider s'ils ont besoin de quelque chose, pour qu'ils se sentent en sécurité. Elle resta silencieuse un moment, réfléchissant. Il y avait quelque chose dans son expression que Daniel ne pouvait déchiffrer. Préoccupation? Peur? Je n'ai pas de tenue appropriée pour ce genre d'événement, dit-elle finalement. Ce n'est pas un problème. Je peux m'en occuper. Monsieur Harper. Daniel, corrigea-t-elle. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ces événements, ces gens, ils vont demander qui je suis. Ils vont juger. Laissez-les juger. Nathalie mordit sa lèvre, visiblement partagée. Je ne veux juste pas causer de problème pour vous ou pour les enfants. Vous ne causerez aucun problème. Vous faites pour mes enfants ce que personne d'autre n'a réussi à faire. Si quelqu'un a un problème avec ça, le problème est le leur, pas le vôtre. Les mots sortirent avec plus de conviction que Daniel ne l'avait prévu. Et il réalisa qu'il y croyait vraiment. D'accord, acquiesça Nathalie, mais il y avait de l'appréhension dans ses yeux. J'irai. Le vendredi arriva trop vite. Daniel enfila un smoking, aida les garçons avec leurs petits costumes que Rachel avait achetés pour eux des années auparavant et qui étaient maintenant un peu étroits. En descendant les escaliers, il trouva Nathalie qui attendait dans le hall d'entrée. Il s'arrêta sur la dernière marche. Elle portait une robe bleu foncé, simple mais élégante, les cheveux lâchés en boucles naturelles. Pas de bijoux, juste une petite boucle d'oreille. Et pourtant, il y avait quelque chose en elle qui attirait l'attention. Une dignité silencieuse. Une force tranquille. « Vous êtes magnifique », dit-il avant de réfléchir. Nathalie rougit légèrement. « Merci. Votre belle-mère m'a aidé à choisir. » Bien sûr. Grace encore, toujours un pas devant. Dans la voiture, les garçons étaient excités. Oliver n'arrêtait pas de parler des petits gâteaux qu'il allait manger. James voulait savoir s'il y aurait de la musique live. Thomas était silencieux, mais pas anxieux. Il observait tout avec curiosité. En arrivant à l'hôtel où avait lieu l'événement, Daniel remarqua immédiatement les regards. Les gens tournaient la tête. Les chuchotements discrets. Nathalie marchait à côté de lui avec les garçons, posture droite, visage neutre. Mais Daniel voyait. La salle de réception était remplie de gens importants. Hommes d'affaires, politiciens, célébrités locales, tous vêtus de leurs plus beaux habits, tous affichant ces sourires parfaits et vides. Daniel connaissait la plupart d'entre eux. Il avait fait des affaires avec la moitié. Et il ne faisait confiance à aucun. Il garda Nathalie et les enfants près de lui tandis qu'il circulait dans la salle. Thomas tenait fermement la main de Nathalie. James et Oliver étaient de chaque côté de Daniel, les yeux grands ouverts, observant tout. Daniel Harper. Quelle bonne surprise de vous voir ici. Victoria Pembridge apparut de nulle part, tout sourire et parfum coûteux. Elle était l'épouse de l'un des plus grands investisseurs de l'entreprise, une femme qui adorait les commérages et vivait pour les événements sociaux. Ses yeux parcoururent Nathalie de la tête aux pieds en 2 secondes. Et qui est cette jeune charmante? Nathalie Brox. Elle s'occupe de mes enfants. Le sourire de Victoria s'aiguisait légèrement. Ah, je comprends. Quelle dévotion de venir travailler à un événement comme celui-ci. J'espère que Daniel paie les heures supplémentaires. Avant que Daniel ne puisse répondre, Nathalie parla, d'une voix calme et polie. C'est un plaisir d'être ici, Madame Pembridge. Les enfants se sentent plus à l'aise quand je suis près d'eux. Bien sûr, bien sûr. Victoria rit de ce rire faux que Daniel détestait. Les enfants s'attachent tellement aux nourrices, n'est-ce pas? Mes enfants en ont eu au moins 10 au fil des ans. Nous n'avons jamais réussi à en garder une très longtemps. Le message était clair, les nourrices étaient jetables. Temporaires. Pas de la famille. Daniel allait dire quelque chose lorsqu'Oliver tira sur la manche de Nathalie. J'ai soif. Je vais chercher quelque chose à boire pour lui, dit Nathalie, visiblement soulagée d'avoir une excuse pour s'éloigner. Je viens avec toi, dit Daniel rapidement. Victoria les regarda s'éloigner avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Au bar, pendant que Nathalie prenait du jus pour les enfants, Daniel remarqua encore des regards. Encore des chuchotements. Un groupe de femmes près de la table des amuse-gueules les regardait et murmurait entre elles. Daniel. La voix de Grace se fit entendre derrière lui. Sa belle-mère était élégante comme toujours, vêtue d'une robe vert émeraude. Nous devons parler. Ils s'éloignèrent un peu, laissant Nathalie avec les garçons. J'ai reçu 3 appels aujourd'hui, dit Grace, allant droit au but. 3 amies à moi, toutes très inquiètes pour vous. Elles veulent savoir qui est cette jeune mystérieuse qui vit dans votre maison. L'une d'elles a même suggéré que j'intervienne, pour le bien de mes petits-enfants.
Nathalie ne vit pas dans ma maison. Elle y travaille. Je le sais. Mais vous connaissez ces gens, Daniel. Ils voient ce qu'ils veulent voir. Une jeune femme jolie, un homme riche et veuf, des enfants au milieu. Pour eux, c'est un scandale en attente. Alors que voulez-vous que je fasse? Que je renvoie Nathalie parce que quelques femmes ennuyées inventent des histoires dans leur tête. Grace soupira. Je ne veux pas que vous fassiez ça. Nathalie est merveilleuse avec les garçons. Mais vous devez être prêt. Ça va empirer avant de s'améliorer. Ces gens peuvent être cruels. Laissez-les faire. Ce n'est pas vous qui m'inquiétez, dit Grace à voix basse. C'est Nathalie. Elle va être la cible. Toujours. Daniel regarda Nathalie, accroupie à la hauteur des enfants, en train de leur parler, faisant rire Oliver de quelque chose qu'elle avait dit. Elle semblait si naturelle avec eux, si sincèrement présente. Je ne laisserai personne lui faire du mal, dit-il, surpris par la force de sa propre voix. Grace étudia son visage un long moment. Vous l'aimez? Quoi? Pas de cette façon. Pas encore. Mais vous commencez à la voir comme une personne, pas seulement comme une employée. Et c'est bien, Daniel. Mais ça rend tout plus compliqué. Avant qu'il ne puisse répondre, un remous attira son attention. Près de l'entrée de la salle, un groupe de photographes était arrivé. L'un d'eux pointa son appareil vers eux et déclencha plusieurs flashs. Daniel sentit son estomac se nouer. Des photographes. Bien sûr. C'était un événement caritatif important. La presse mondaine couvre toujours ce genre d'événement. Et maintenant, il y aurait des photos de lui avec Nathalie et les enfants. Le dîner fut une torture silencieuse. Daniel était assis à la table principale, les garçons d'un côté et Nathalie de l'autre. Les gens continuaient de passer, de saluer, de poser des questions voilées. Certaines étaient subtiles. D'autres moins. C'est tellement agréable de vous voir revenir dans la vie sociale, commenta une femme, regardant Nathalie d'un air significatif. Rachel serait heureuse de savoir que vous n'êtes pas seule. Vous avez de la chance de trouver de l'aide aussi dévouée en ces temps, dit un homme. Il est difficile de trouver des gens de confiance de nos jours, surtout pour entrer dans votre maison et rester près de vos enfants. Chaque commentaire était une épine déguisée en gentillesse. Et Daniel vit Nathalie devenir de plus en plus silencieuse, de plus en plus retirée. Quand l'événement se termina, enfin, et qu'ils retournèrent à la voiture, le silence était lourd. Les garçons s'étaient endormis à l'arrière, épuisés. Nathalie regardait par la fenêtre, le visage éclairé par les lumières de la ville. « Je suis désolé, » dit Daniel doucement. « Pourquoi ? » « Pour les gens. Pour les commentaires. Je n'aurais pas dû vous demander de venir. » Nathalie tourna son visage vers lui, et il y avait quelque chose de différent dans son expression. Pas de colère. Pas de tristesse. C'était quelque chose de plus profond. Fatigue, peut-être. Résignation. Ce n'est pas la première fois que je passe par là. Et ce ne sera pas la dernière. Que voulez-vous dire? Elle hésita, comme si elle décidait combien elle allait raconter. Avant de travailler pour vous, je m'occupais d'une autre famille. Des gens riches, 2 jeunes enfants. J'adorais ce travail. J'aimais ces enfants. Mais les commentaires ont commencé, les commérages, les insinuations. L'épouse a commencé à me traiter différemment, avec méfiance. Un jour, elle m'a renvoyé sans préavis. Elle a dit que c'était mieux ainsi, que je causais des problèmes sans le vouloir. Daniel sentit la colère monter dans sa poitrine. C'est absurde. C'est la réalité. Nathalie esquissa un sourire triste. Les femmes comme moi, on apprend tôt qu'il y a des endroits où nous ne sommes pas les bienvenus. Peu importe combien on travaille, combien on se dévoue. Il y aura toujours quelqu'un pour questionner nos intentions, notre place. Vous appartenez à cette maison. Les garçons ont besoin de vous. Pour combien de temps? La question sortit doucement, presque un murmure. Jusqu'au prochain commérage? Jusqu'à ce que quelqu'un vous convainque que je suis une mauvaise influence? Jusqu'à ce que l'école refuse d'accepter les enfants parce que leur nourrice ne correspond pas au profil attendu? Daniel gara la voiture dans le garage, mais aucun d'eux ne bougea. Les garçons continuaient de dormir à l'arrière. « Je ne laisserai pas cela arriver, » dit-il en se tournant pour la regarder. « Je ne sais pas encore comment, mais je trouverai un moyen de vous protéger, vous et les enfants, de tout cela. Vous ne pouvez pas nous protéger du monde entier, Daniel. Je peux essayer. » Nathalie le regarda longuement, et quelque chose passa entre eux. Une compréhension. Une connexion. Quelque chose qui allait au-delà de la relation employeur-employé. « Je dois vous dire quelque chose, » dit-elle soudain. « Quelque chose que votre belle-mère sait, mais que je ne vous ai jamais dit. » Daniel attendit,
le cœur battant plus vite. J'ai eu une fille. Lily. Elle est morte il y a 2 ans. Leucémie. Elle venait d'avoir 4 ans. L'air quitta les poumons de Daniel d'un coup. Nathalie. Mon mariage n'a pas survécu au deuil. Mon ex-mari me blâmait. Je me blâmais. J'ai perdu mon travail parce que je ne pouvais pas fonctionner correctement. J'ai perdu ma maison. J'ai tout perdu. Sa voix était désormais embuée, mais elle continua. Travailler avec des enfants est la seule chose qui me maintient en vie. C'est la seule façon que j'ai trouvé de gérer la douleur. Les voir heureux, en bonne santé, vivants. C'est comme si une partie de Lily continuait ici à travers eux. Daniel ne réfléchit pas. Il tendit simplement la main et la prit. Elle la serra à son tour, fort, comme si elle essayait de ne pas s'effondrer. « Vos enfants m'ont sauvé autant que je les ai sauvés, » murmura-t-elle. « Et c'est pour ça que je ne peux pas partir. Pas encore. Pas tant qu'ils auront besoin de moi. » À ce moment-là, Daniel prit une décision. Il ne savait pas exactement comment il allait faire, mais il trouverait un moyen de protéger cette femme qui avait rendu la vie à ses enfants. Il trouverait un moyen de faire taire les commérages, de prouver que Nathalie n'était pas seulement une employée. L'explosion a eu lieu le lundi suivant. Daniel était dans son bureau lorsque Margaret entra précipitamment, le visage pâle, tenant une tablette. « Monsieur Harper, vous devez voir ça. » Sur l'écran, il y avait un article d'un site de potins sociaux. Le titre en lettres énormes, « Milliardaire veuf et la nourrice, roman secrète ou scandale familial ». En dessous, des photos de l'événement de vendredi. Daniel et Nathalie côte à côte. Elle accroupie, parlant aux enfants tandis qu'ils la regardaient. Une autre photo des deux dans la voiture, leurs mains proches sur le console central. L'angle donnait l'impression qu'ils se touchaient intimement. Le texte était pire. Des spéculations sur une relation inappropriée. Des commentaires sur le fait qu'il remplaçait sa femme décédée trop vite. Des insinuations sur les véritables raisons de la présence de Nathalie dans la maison. Et bien sûr, des mentions pas si subtiles des différences sociales et raciales, rendant le tout encore plus scandaleux. « Il y en a plus », dit Margaret en faisant défiler l'écran. Les réseaux sociaux sont remplis de ça. Les gens commentent, partagent, inventent des théories. Daniel lut quelques commentaires. Chacun pire que le précédent. Certains le défendaient. La plupart non. Et Nathalie était détruite. On l'appelait intéressée, profiteuse, et pire encore, des choses que Daniel ne pouvait même pas assimiler. Où est Nathalie maintenant? Elle est allée chercher les enfants à l'école. Daniel prit les clés de voiture. Annule mon agenda. Je dois y aller. Lorsqu'il arriva à l'école, il trouva une scène qui fit bouillir son sang. Nathalie était sur le trottoir avec les 3 enfants, entourée d'un petit groupe de parents. Les voix étaient agitées. « Vous n'avez pas honte ?» Une femme blonde portant des lunettes de soleil criait presque. « Détruire la mémoire d'une femme morte pour de l'argent. »« Je ne fais rien de tout ça, » répondit Nathalie, la voix tremblante mais ferme. « Je m'occupe des enfants. C'est tout. Bien sûr que c'est tout. » Un autre parent, un homme en costume coûteux, croisa les bras. « C'est pour ça que vous êtes à tous les événements avec lui, bien habillé, agissant comme si vous étiez la maîtresse de maison. » Thomas était accroché à la jambe de Nathalie, les yeux écarquillés de peur. James pleurait doucement. Oliver avait caché son visage dans ses mains. Daniel gara la voiture brusquement et sortit, marchant directement vers le groupe. « Écartez-vous. Maintenant. » Les gens se retournèrent, surpris par l'interruption. « Daniel, nous nous inquiétons simplement pour vous et pour les enfants, » dit la femme blonde, changeant de ton pour quelque chose de faussement doux. « Toute cette situation est inappropriée. Vous ne voyez pas comment cela affecte la réputation de vos enfants? La seule chose qui affecte mes enfants, ce sont des adultes ignorants qui ne savent pas garder leur bouche fermée. » Daniel passa à travers le groupe et se plaça aux côtés de Nathalie, posant la main sur l'épaule de Thomas. « Nathalie travaille pour moi. Elle s'occupe de mes enfants avec plus de dévouement et d'amour que vous n'en avez jamais montré pour les vôtres. Et si ça vous dérange, le problème vient de vous, pas de nous. »« Vous faites une erreur, » dit l'homme en costume. « Les gens parlent. L'école parle. Cela va nuire aux enfants. Alors peut-être que ce n'est pas la bonne école pour eux. » Le silence tomba comme une bombe. La directrice s'était sortie du bâtiment et observait tout depuis la porte. « Allons-y, » dit Daniel à Nathalie et aux enfants. « Rentrez à la maison. » Dans la voiture, personne ne parla. Les garçons étaient effrayés. Nathalie regardait par la fenêtre, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Daniel tenait le volant si fort que ses doigts étaient blancs. Arrivé à la maison, il demanda aux enfants d'aller jouer dans leur chambre.
Il avait besoin de parler à Nathalie seule. « Je vais partir, » dit-elle avant qu'il ne puisse parler. « Tout cela est de ma faute. Je n'aurais jamais dû accepter ce travail. Je savais que ça finirait comme ça. » « Tu ne pars pas. Daniel, regarde ce qui se passe. Les enfants sont affectés. Vous êtes affectés. Votre réputation, vos affaires, tout est en danger à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de gens méprisants et cruels qui n'arrivent pas à accepter que le monde change. » Il fit un pas vers elle. « Et je ne les laisserai pas gagner. »« Comment vas-tu arrêter ça ?» Daniel respira profondément. Il y avait réfléchi tout le week-end, depuis la conversation dans la voiture. Il avait un plan. Un plan risqué, mais nécessaire. « Demain matin, je vais donner une interview en direct à la principale émission d'information de la ville. Je vais dire la vérité sur tout. Sur Rachel, sur le deuil des enfants, sur la façon dont tu es arrivé et a changé nos vies. Je vais mettre fin aux spéculations en étant complètement transparent. » Nathalie écarquilla les yeux. « Tu ne peux pas faire ça. Tu vas exposer toute ta famille. Tu vas exposer tes enfants. Ils sont déjà exposés. Les rumeurs existent déjà. La différence, c'est que maintenant je vais contrôler le récit. Je vais montrer la vérité, pas la version déformée que ces gens ont créée. Et si ça empire? Et si les gens utilisent ça contre toi? Alors qu'ils le fassent. Je m'en fiche maintenant. » Et c'était vrai. Il réalisa à ce moment qu'il avait passé trop de mois à se préoccuper de ce que pensaient les autres, à maintenir les apparences, à protéger une image. Et cela n'avait apporté que solitude et douleur. Le lendemain matin, Daniel était dans le studio de la matinale la plus regardée de la région. La présentatrice, Sarah Chen, était connue pour ses interviews directes mais justes. Elle avait accepté l'entretien en direct après que Daniel eut expliqué la situation. « Bonjour et merci d'être avec nous », commença Sarah lorsque les caméras s'allumèrent. « Vous avez demandé cette interview pour clarifier les rumeurs sur votre vie personnelle. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ?» Daniel regarda directement la caméra. Des milliers de personnes regardaient. Peut-être des centaines de milliers. Toute la ville allait voir cela. Il y a 8 mois, ma femme Rachel est morte après une longue bataille contre le cancer. Elle a laissé 3 enfants en bas âge, des triplés de 6 ans, complètement dévastés. Ils ont cessé de rire, de jouer, d'être des enfants. Et moi, en tant que père, je me sentais totalement impuissant car je ne pouvais pas les aider à surmonter leur douleur. Sarah acquiesça avec empathie. Cela a dû être extrêmement difficile. Ça l'a été. Jusqu'à ce que ma belle-mère engage une nouvelle nourrice. Nathalie Brox. Et en un seul jour, elle a réussi quelque chose qu'aucun thérapeute, aucun spécialiste, aucun médicament n'avait réussi. Elle a fait rire mes enfants à nouveau. Et les rumeurs sur une relation entre vous deux. Elles sont complètement fausses. Nathalie est une employée dévouée qui traite mes enfants comme s'ils étaient les siens. Et la raison pour laquelle elle y parvient si bien, c'est qu'elle comprend la douleur. Elle a perdu sa propre fille il y a 2 ans à cause d'une leucémie. Elle sait ce qu'est le deuil. Elle sait ce qu'est la perte. Et c'est pour cela qu'elle peut se connecter à mes enfants d'une manière qu'aucun autre ne peut. Il vit Sarah cligner des yeux rapidement, émue par cette révélation. Les gens l'attaquent sur les réseaux sociaux, dans la rue, même à l'école des enfants. Ils remettent en question ses intentions, son intégrité, sa présence dans ma maison. Et tout cela est basé sur un pur préjugé. Parce qu'elle est jeune. Parce qu'elle est noire. Parce que certains ne peuvent pas accepter qu'une femme comme elle puisse simplement faire son travail avec amour et dévouement. Que voulez-vous dire à ces gens? Daniel respira profondément. Que Nathalie Brox a sauvé ma famille. Elle a rendu la vie à mes enfants. Elle nous a aidés à retrouver l'espoir au milieu de la douleur. Et si quelqu'un a un problème avec ça, si quelqu'un ne voit pas la bonté et l'amour véritable qu'elle apporte à nos vies, alors ces gens ne méritent pas d'être près de ma famille. Nathalie n'est pas seulement une employée. Elle est de la famille. Et je vais la protéger comme je protège mes propres enfants. Le silence dans le studio était absolu. Sarah essuya discrètement une larme. Merci pour votre honnêteté, Daniel. Et pour avoir utilisé votre voix pour combattre le préjugé. Lorsque l'interview se termina et que Daniel sortit du studio, son téléphone explosa de notifications. Daniel trouva Nathalie dans la cuisine, préparant le déjeuner des enfants. Elle se retourna en entendant ses pas, les yeux rouges et gonflés. « J'ai vu l'interview, » dit-elle, la voix brisée. « Daniel, tu n'avais pas besoin de faire ça. »« J'en avais besoin. Et je le referai. » Elle laissa tomber la cuillère dans la casserole et couvrit son visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. Daniel s'approcha et, pour la première fois, la serra dans ses bras.
Elle s'accrocha à lui comme si elle se noyait, sanglotant contre sa poitrine. « Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi, » murmura-t-elle entre les larmes. « Personne ne m'a jamais défendu de cette manière. Tu mérites d'être défendu. Tu mérites d'être vu pour ce que tu es vraiment. » Les enfants apparurent à la porte de la cuisine, attirés par le bruit. En voyant Nathalie pleurer, ils coururent vers elle. « Pourquoi es-tu triste ?» demanda Thomas, inquiet. « Je ne suis pas triste, mon chéri. » Nathalie se baissa et ouvrit les bras. Les trois se jetèrent sur elle. « Je suis heureuse. Très heureuse. » Daniel observa la scène, le cœur serré d'émotion. C'était la famille. Pas de la manière traditionnelle, pas comme la société l'attendait, mais c'était réel. C'était de l'amour véritable. Dans les heures suivantes, la réaction à l'interview fut écrasante. Les réseaux sociaux explosèrent, mais cette fois différemment. Des milliers de personnes partagèrent l'histoire, commentèrent avec soutien, critiquèrent les préjugés auxquels Nathalie avait été confrontée. Beaucoup de parents partagèrent leurs propres expériences avec des personnes qui s'étaient intégrées dans leur famille. Certaines voix restaient négatives, bien sûr. Il y aurait toujours ceux qui ne pouvaient voir au-delà de leurs propres préjugés. Mais elles furent complètement noyées par la vague de soutien. Grace s'appela en pleurant. « Tu as été courageux, Daniel. » Rachel aurait été tellement fière. Andrew, son associé, appela ensuite. Les investisseurs appellent. Tous veulent te féliciter pour ta transparence. Apparemment, l'humanité est bonne pour les affaires. Qui l'aurait cru? Mais l'appel le plus important vint de la directrice de l'école. Monsieur Harper, je voudrais m'excuser personnellement pour ce qui s'est passé hier. Le comportement de ses parents était inacceptable, et l'école ne partage pas ses valeurs. Vos enfants sont les bienvenus ici, ainsi que mademoiselle Brox. En fait, nous souhaitons mettre en place de nouvelles politiques contre la discrimination, et nous espérons que vous continuerez à faire partie de notre communauté. Daniel la remercia, mais il n'était pas sûr de vouloir que les enfants retournent dans cet environnement. Certaines blessures étaient trop profondes. Cette nuit-là, après que les enfants furent couchés, Daniel et Nathalie s'assirent sur la terrasse, regardant les étoiles. Le silence entre eux était maintenant confortable, plus chargé de tension. « J'ai réfléchi à quelque chose, » dit enfin Daniel. « Quelque chose que je planifie depuis quelques semaines, mais que toute cette situation a accéléré. » Nathalie le regarda, curieuse. « Je veux créer une fondation. Un centre de soutien pour les familles confrontées au cancer infantile et au deuil. Un endroit où les enfants peuvent recevoir une aide psychologique, où les parents peuvent trouver des ressources, où personne n'a besoin de traverser cette douleur seule. » Les yeux de Nathalie se remplirent à nouveau de larmes. « Daniel. Je voulais l'appeler Fondation Rachel et Lily. En hommage à ma femme et à ta fille. Deux femmes qui ont laissé un vide immense, mais qui nous ont aussi appris l'amour, la force, ce qui compte vraiment dans la vie. » Nathalie se couvrit la bouche de la main, incapable de parler. « Et je voulais que tu sois co-directrice. Pas comme employée, mais comme partenaire. Quelqu'un qui comprend cette douleur de l'intérieur, qui peut vraiment aider d'autres familles à retrouver le chemin de la vie. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Dis que tu vas m'aider à transformer toute cette douleur en quelque chose de bon. Quelque chose qui fait une différence. » Nathalie essuya ses larmes et acquiesça. « Oui, je veux ça. J'en ai besoin. » Ils restèrent silencieux un moment, assimilant le poids de cette décision. Ce n'était pas seulement une fondation. C'était donner un sens à la souffrance. C'était honorer ceux qui étaient partis en créant quelque chose pour ceux qui restaient. « Il y a autre chose, » continua Daniel, hésitant. « Je voulais faire de toi la co-tutrice légale des enfants. Pas pour remplacer leur mère, jamais ça. Mais pour garantir que, si quelque chose m'arrivait, tu pourrais continuer à t'occuper d'eux. Que personne ne puisse t'enlever de leur vie. » Nathalie se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Tu me ferais autant confiance. Je te confie ce que j'ai de plus précieux au monde. Mes enfants. Mon cœur. Ma famille. » Elle pleura de nouveau, mais c'étaient des larmes de joie, de soulagement, de gratitude. « Je vais honorer cette confiance. Chaque jour de ma vie. » 3 mois plus tard, la Fondation Rachel et Lily fut inaugurée. Un beau bâtiment au centre-ville, avec des salles de thérapie colorées pour enfants, des groupes de soutien pour parents, une bibliothèque avec des livres sur le deuil et la guérison, et même une salle de jeu où les enfants en traitement pouvaient simplement être des enfants. La cérémonie d'ouverture fut émouvante. Des dizaines de familles étaient présentes, beaucoup ayant déjà bénéficié des programmes proposés par la Fondation. Grace était là, souriant à travers ses larmes. Andrew et d'autres partenaires d'affaires également, impressionnés par le projet.
Et Nathalie était aux côtés de Daniel, non plus comme employée, mais comme codirectrice, comme famille, comme quelqu'un d'essentiel dans la vie de ses enfants. Thomas, James et Oliver coupèrent ensemble le ruban inaugural, souriant tous les trois aux caméras. Ils étaient des enfants différents de ceux qui avaient perdu leur mère un an plus tôt. Ils portaient encore le manque, toujours, mais n'étaient plus prisonniers de la douleur. Ils avaient appris qu'il était possible de vivre, de rire et d'aimer même après une perte. Pendant le discours, Daniel regarda la photo encadrée de Rachel décorant l'entrée de la fondation. Elle souriait, ce sourire qu'il aimait tant. Et pendant un instant, il aurait juré sentir sa présence là, approuvant, bénissant ce nouveau départ. Rachel m'a appris que l'amour n'est pas possession, c'est liberté, dit-il au micro, la voix ferme mais émue. Elle m'a appris que la famille n'est pas seulement le sang, c'est le choix. C'est qui reste quand tout s'écroule. C'est qui t'aide à reconstruire quand tu crois qu'il n'y a plus rien à reconstruire. Il regarda Nathalie, qui tenait la main d'Oliver. Cette fondation existe parce que deux femmes extraordinaires nous ont appris l'amour inconditionnel. Et elle existe parce qu'une troisième femme extraordinaire nous a montré qu'il est possible de trouver la lumière même dans l'obscurité la plus profonde. Après la cérémonie, tandis que les gens circulaient dans le bâtiment, Grace tira Daniel dans un coin. « Tu as retrouvé ton chemin », dit-elle en souriant. « Rachel serait tellement fière de l'homme que tu es devenu. Je n'aurais pas pu y arriver seul. Personne n'y arrive seul. C'est pour ça qu'il y a des gens comme Nathalie. Pour nous rappeler que nous sommes plus forts ensemble. » Cette nuit-là, à la maison, après que les enfants furent couchés, Daniel trouva une enveloppe sur la table de la cuisine. À l'intérieur, une lettre de Nathalie écrite à la main. « Daniel, quand je suis arrivé dans cette maison il y a 1 an, j'étais brisé. J'avais perdu ma fille, mon mariage, ma foi en moi-même. Je pensais ne plus jamais pouvoir ressentir de la vraie joie. Mais tes enfants m'ont rendu quelque chose que je pensais perdu pour toujours, l'espoir. Ils m'ont montré qu'il y avait encore une raison de me lever chaque matin. Et tu m'as montré qu'il y a encore des gens bons dans ce monde, des gens qui défendent ce qui est juste même quand c'est difficile. Merci de m'avoir laissé faire partie de cette famille. Merci d'avoir honoré la mémoire de Lily d'une manière si belle. Merci de m'avoir appris que l'amour ne s'éteint pas quand quelqu'un meurt. Il trouve juste de nouveaux chemins. Avec une gratitude éternelle, Nathalie. » Daniel plia soigneusement la lettre et la rangea dans le tiroir avec d'autres souvenirs précieux. Il regarda par la fenêtre et vit les lumières de la ville scintiller au loin. Quelque part là-bas, d'autres familles traversaient la même expérience qu'eux, ressentant la même douleur, la même perte, le même vide. Mais maintenant, il existait un endroit où elles pouvaient aller. Un endroit appelé espoir. La maison n'était plus silencieuse. Il y avait de nouveau des rires, des conversations, de la vie. Rachel n'était plus là physiquement, mais sa présence demeurait dans chaque recoin, dans chaque souvenir, dans chaque leçon laissée. Et maintenant, il y avait aussi une autre présence. Nathalie, arrivée comme étrangère, est devenue essentielle. L'amour ne s'éteint pas quand quelqu'un meurt. Il se transforme, s'adapte, trouve de nouvelles manières d'exister. Et parfois, lorsque nous avons le courage d'ouvrir à nouveau notre cœur, il nous surprend en grandissant là où nous n'aurions jamais imaginé possible. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Laissez un commentaire pour dire ce que vous en pensez et de quelle ville ou pays vous regardez. Votre participation compte beaucoup et nous aide à continuer à partager des histoires qui touchent le cœur.